Welcome to Français facile, Easy French. Activez la fonction de traduction pour une meilleure compréhension de l'histoire. Je m'appelle Tom Wilson, et chaque mot de cette histoire est vrai, même si beaucoup ne me croient pas. Peut-être que vous penserez que ma femme Carla et moi avons simplement imaginé tout ce qui s'est passé le 16 août 1983. C'est à vous, chers lecteurs, d'en juger. Lorsque je me suis fiancé à Carla, nous savions que nous n'aurions pas beaucoup d'argent une fois mariés. À cette époque, je peignais et Carla écrivait. Vivre en ville était cher, alors nous avons commencé à chercher une maison de campagne. Nous voulions quelque chose de jolimet avec des toilettes intérieures pour y vivre après notre mariage. Nous avons cherché dans les petites annonces de journaux pendant un certain temps, mais tous les cottages que nous visitions avec des toilettes intérieures étaient affreux, et tous les jolis n'avaient pas de toilettes à l'intérieur. Nous n'avions toujours pas de maison le jour de notre mariage, mais pendant notre lune de miel, nous avons trouvé l'endroit parfait. Nous avons trouvé un cottage convenable avec une salle de bain, situé à environ 3 kilomètres du village, et avons décidé de le louer immédiatement, car il était incroyablement bon marché. Nous avons passé le reste de notre lune de miel à acheter des meubles anciens dans les magasins du marché voisin, ainsi que des draps et des rideaux neufs dans un grand magasin à Londres. Bientôt, l'endroit a commencé à ressembler à un chez-nous. Il était facile d'y travailler. Je ne me lassais jamais de peindre le magnifique ciel, tandis que Carla s'asseyait à la table et écrivait sur tout, y compris sur moi. Nous avons trouvé une femme âgée du village pour cuisiner et faire le ménage pour nous. Elle était organisée, excellente en cuisine, et connaissait tout sur les jardins. Elle nous racontait aussi les vieux noms des lieux environnants, des histoires de voleurs qui y vivaient autrefois, et des fantômes qui apparaissaient parfois devant les jantards dans la nuit. Elle était la servante parfaite pour nous. Carla détestait cuisiner et faire le ménage. Et j'aimais écouter les vieilles histoires. Nous avons donc laissé Madame Thomas s'occuper du cottage. Nous utilisions ces vieilles histoires dans nos écrits et nos peintures et les envoyions à des magazines, ce qui nous rapportait un peu d'argent. Nous avons eu 5 mois de mariage heureux sans jamais nous disputer. Puis, un soir d'août, je suis allé rendre visite à notre seul voisin, le docteur Terry, un Irlandais sympathique, pour discuter et fumer ma pipe. J'ai laissé Carla sourire et écrire une histoire amusante sur la vie de village pour un magazine. Mais à mon retour, je l'ai trouvée assise sur le siège de la fenêtre, en pleurant. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» ai-je demandé. « Oh, Tom, c'est Madame Thomas. Elle dit qu'elle doit partir avant la fin du mois pour s'occuper de sa nièce malade. Mais je ne la crois pas parce que sa nièce est malade depuis longtemps. »
Je pense que quelqu'un lui a monté la tête contre nous. Elle semblait si étrange quand elle m'a parlé. Ne t'inquiète pas, ma chère, ai-je dit. Mais tu ne vois pas, si elle part, aucun des autres villageois ne voudra venir ici. Je devrai cuisiner et laver les assiettes, et tu devras nettoyer les couteaux et les cuillères. Nous n'aurons plus de temps pour écrire ou peindre. Je parlerai à Madame Thomas quand elle reviendra. Peut-être qu'elle veut plus d'argent. Tout ira bien. Allons nous promener dans le parc, ai-je dit en essayant de la calmer. Le parc était vaste et magnifique, surtout les nuits de pleine lune. Il y avait beaucoup d'arbres anciens, des sentiers sinueux et un petit étang où les canards nageaient paisiblement. À l'entrée, il y avait une grande porte en fer forgé, et à l'intérieur, des bancs en bois dispersés ici et là. Carla et moi aimions nous asseoir sur l'un de ces bancs et regarder les étoiles. En marchant dans le parc, nous nous sentions apaisés par la tranquillité et la beauté du lieu. Carla et moi nous sommes assis ensemble sans parler, observant le reflet de la lune sur l'eau de l'étang. En partant, nous avons ressenti que même si nous devions faire la cuisine et la vaisselle nous-mêmes, ce n'était pas si grave après tout. À notre retour à la maison, Madame Thomas était revenue du village. Je lui ai demandé de venir dans ma salle de peinture pour une courte discussion. « Madame Thomas, n'êtes-vous pas heureuse ici avec nous ?» ai-je dit quand nous étions seuls. « Oh non, monsieur. Vous et votre chère épouse avez toujours été très gentils avec moi. » « Ne vous payons-nous pas assez ?» ai-je demandé. « Non, monsieur, je suis assez bien payé. » « Alors pourquoi ne voulez-vous pas rester avec nous ?» « Ma nièce est malade. Je dois partir avant la fin du mois. » « Mais votre nièce est malade depuis que nous sommes arrivés. » Il y eut un long silence, inconfortable. Je l'ai rompu en demandant « Ne pouvez-vous pas rester une semaine de plus ?» « Non, monsieur, je dois partir lundi. Mais peut-être que je pourrai revenir chez vous la semaine prochaine. » J'étais maintenant certain qu'elle voulait juste des vacances courtes. « Mais pourquoi devez-vous partir cette semaine ?» ai-je demandé. Elle semblait nerveuse et a continué lentement. « On dit, monsieur, que cette maison était autrefois une grande demeure, où se passaient de nombreuses choses étranges et sombres. Les propriétaires, dans leur jeunesse, avaient l'habitude d'attaquer, de voler et de tuer des hommes et des femmes. Ils étaient très dangereux, monsieur, et personne n'osait les affronter. Avec le temps, ils sont devenus encore plus cruels. Finalement, leurs crimes terribles et la mort de nombreux enfants innocents des villages environnants ont fait tomber la foudre du ciel pour les détruire. » J'étais content que Carla ne soit pas avec nous dans la pièce. Elle était souvent nerveuse, et je pensais que ces vieilles histoires pourraient lui faire voir notre maison d'un mauvais œil.
Racontez-moi plus, Madame Thomas. Je ne suis pas comme beaucoup de jeunes de nos jours, qui se moquent de choses étranges comme celle-ci. C'était en quelque sorte vrai. J'aimais ces histoires, même si je ne les croyais pas vraiment. Elle a commencé d'une voix basse. « Eh bien, monsieur, peut-être que vous avez vu les 2 statues dans le parc. » Vous voulez dire les chevaliers de pierre? Je parle de ces 2 statues en marbre de taille réelle. On raconte que, la veille de la Toussaint, ces 2 statues se lèvent et quittent leurs emplacements, et à minuit, quand l'horloge du village sonne, elles sortent du parc, traversent le sentier et se dirigent vers notre cottage. Et où vont-elles? Ai-je demandé avec intérêt. Elles reviennent ici à leur maison, monsieur. Et si quelqu'un les rencontre? Qu'est-ce qui se passe? Ai-je demandé avec impatience. Mais je n'ai pu obtenir un autre mot d'elle. Elle m'a simplement averti. Fermez bien la maison tôt la veille de la Toussaint, monsieur. Et faites le signe de la croix sur la porte et les fenêtres. Mais qui était ici la veille de la Toussaint dernière? Personne, monsieur. La dame qui possédait la maison ne restait que l'été, et allait toujours à Londres 1 semaine avant la Toussaint. Je suis désolée d'apporter des ennuis à vous et à votre dame, mais ma nièce est malade, et je dois partir lundi. Elle avait décidé de partir et rien de ce que nous disions ne pouvait la faire changer d'avis. J'ai choisi de garder pour moi l'histoire des statues qui marchaient. Je ne voulais pas inquiéter Carla inutilement. Cette histoire semblait différente des autres histoires de Madame Thomas, et je ne voulais pas en parler avant que la Toussaint ne soit passée. Pendant cette semaine, je peignais un tableau de Carla près de la fenêtre. En travaillant, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à l'histoire des 2 chevaliers. Le lundi, Madame Thomas est partie, en disant à Carla avant de partir. « Essayez de ne pas trop sortir, madame. Si je peux faire quelque chose pour vous la semaine prochaine, je serai heureuse de vous aider. » Je comprenais qu'elle voulait revenir après la Toussaint, bien qu'elle n'ait cessé de mentionner sa nièce malade jusqu'à la fin. Le lundi s'est bien passé. Carla a préparé un délicieux dîner et j'ai lavé les couteaux, les cuillères et les assiettes ensuite. Puis, le mardi est venu, et c'est ce qui s'est passé ce jour-là qui est au cœur de cette histoire. Tout ce qui s'est passé ce jour-là est gravé dans ma mémoire, et je raconterai l'histoire aussi clairement que possible. Je me suis levé tôt ce jour-là. Ma femme et moi aimions préparer le petit déjeuner ensemble et laver les assiettes et les fourchettes ensuite. Nous avons nettoyé toute la matinée et avons eu un rôti d'agneau et du café pour le déjeuner. Carla semblait encore plus douce que d'habitude, et notre promenade cet après-midi-là fut le moment le plus heureux de ma vie. Après avoir regardé le coucher du soleil, nous sommes retournés à la maison silencieusement, main dans la main. « Tu as l'air préoccupée, ma chère. »
dis-je en nous installant dans notre petit salon. Oui, je le suis. Ou peut-être juste inquiète. Je ne me sens pas bien. J'ai frissonné 2 ou 3 fois depuis que nous sommes rentrés. Et il ne fait pas froid ici, n'est-ce pas? Tu n'as pas attrapé un rhume à cause de la brume, n'est-ce pas? Demandai-je, inquiet. Je ne pense pas, Tom. As-tu déjà l'impression que quelque chose de mauvais va arriver? Non, je ne crois pas à de telles choses. Mais moi, si. La nuit où mon père est mort, je l'ai ressenti, même s'il était loin dans le sud de l'Écosse. Nous avons regardé le feu en silence pendant un moment. Ne t'inquiète pas pour moi, je me sens mieux maintenant. Quel bébé je suis, jouant de la musique ensemble. Dit-elle. Nous avons passé 1 heure ou 2 heureux au piano. Vers 11h30, j'ai ressenti le besoin de fumer ma pipe. Carla avait l'air si pâle que je pensais qu'il serait terrible de fumer à l'intérieur. Alors j'ai dit « Je vais fumer ma pipe dehors. » Je viens aussi. Pas ce soir, ma chère. Va te coucher, tu as l'air vraiment fatiguée. Je l'ai embrassée, et j'étais sur le point de partir quand elle a enroulé ses bras autour de mon cou et a dit « Je ne veux jamais te laisser partir. Ne reste pas dehors trop longtemps. » Je ne le ferai pas. Je suis sorti lentement par la porte d'entrée, la laissant déverrouillée. Quelle nuit c'était! Le ciel était rempli de nuages sombres et d'étoiles. Tout était silencieux. J'ai entendu la cloche du village sonner. Il était déjà minuit. Je me suis tourné pour rentrer dans le cottage, mais quelque chose me retenait dehors. Je ne pouvais pas me résoudre à retourner tout de suite dans nos chambres chaleureuses. Au lieu de cela, j'ai décidé de marcher jusqu'au parc. En marchant, j'imaginais notre longue et heureuse vie ensemble. En traversant les bois, j'ai entendu des pas qui correspondaient aux miens. Ça doit être un écho, pensais-je. Bientôt, je suis arrivé près du vieux manoir abandonné au centre du parc. Je me suis arrêté un moment sur le banc où Carla et moi avions regardé le coucher du soleil. Puis, j'ai remarqué que la porte du manoir était entr'ouverte. Je me sentais coupable de ne pas l'avoir fermée correctement lors de notre dernière visite, car nous étions généralement les seuls à venir ici. Soudain, je me suis rappelé que c'était le jour et l'heure où les villageois croyaient que les statues de marbre du manoir commençaient à marcher. Je savais que je devais entrer pour vérifier. En entrant, tout était sombre. En marchant dans le hall, le manoir semblait plus grand qu'avant. Puis, la lumière de la lune traversa une fenêtre, révélant que les statues de marbre avaient disparu. Est-ce que je devenais fou? J'ai avancé et tendu la main pour toucher les piédestaux vides où les statues étaient habituellement placées. Quelqu'un les avait-il volées? Je commençais à frissonner. Je savais que quelque chose de mal allait se produire. J'ai couru hors du manoir. J'ai traversé les champs en direction de la lumière venant de la fenêtre de notre cottage. Soudain, une silhouette sombre est sortie de l'obscurité devant moi. J'ai couru vers elle, criant follement
sortez de mon chemin. Mais une main a attrapé mon bras et l'a tenu fermement. Je me suis libéré et j'ai couru aussi vite que possible vers la maison. En arrivant, j'ai vu la lumière venant de la porte d'entrée. La porte du salon était également ouverte. Carla était-elle sortie? Je suis entré précipitamment dans le salon. Il était bien éclairé avec des bougies placées partout, ce qui, je me souvenais, était la façon de Carla de gérer son inquiétude. Pauvre fille, pensai-je, j'ai été si fou de la laisser seule. Mais où était-elle? Puis je me suis tourné vers la fenêtre ouverte et je l'ai vue. Était-elle allée là pour me surveiller? Qu'est-ce qui avait rempli son visage d'horreur? Ma pauvre femme. Elle était tombée en arrière sur la table près de la fenêtre, la tête renversée, ses cheveux longs et détachés touchant le tapis, ses yeux grands ouverts de peur. Que avait-il vu en dernier? Je me précipitai vers elle en criant « C'est bon, Carla, tu es en sécurité maintenant. » Son corps tomba contre le mien. Je la tenais, l'embrassai et appelais son nom encore et encore. Ses deux mains étaient fermées. Dans l'une d'elles, elle tenait quelque chose très fermement. Quand j'étais certain qu'elle était en sécurité et que rien n'importait plus, j'ai ouvert sa main pour voir ce qu'elle tenait. C'était un doigt en marbre gris. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» murmura Carla en ouvrant les yeux. Elle était consciente mais effrayée. « Tout va bien maintenant. Tu es en sécurité, » dis-je en la serrant contre moi. Nous nous sommes regardés avec soulagement, réalisant que les vieilles histoires de village avaient semblé s'animer pour nous cette nuit-là, mais nous étions toujours ensemble, reconnaissants d'avoir traversé cette épreuve main dans la main.